c'est quoi un hack? Bon, il y en a plein dans la vie courante, je vais vous en présenter quelques-uns aussi. Pour beaucoup, moi, on me demande beaucoup des formations de gros hacking. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils le déterminent un peu comme ça. Et je vous passe un petit extrait. Pendant des années, les vendeurs de bases de données avaient pignon sur rue. Personne ne savait trop comment ils chopaient leurs données, mais l'idée était simplement de payer pour une immense base de données sur son secteur. Quelques centimes, voire quelques dizaines d'euros par contact faisaient l'affaire et vous arriviez très vite à des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de données revendues en brut entre entreprises, avec bien souvent un nombre de données périmées gigantesque. Et autant le dire, pour ça, LinkedIn c'est le paradis, car LinkedIn est non seulement une base de données qui évolue en temps réel, mais ils ont eu aussi la brillante idée d'y mettre un moteur de recherche. Reprenons l'exemple précédent, je cherche des gestionnaires de paye, disons sur Paris, hop, voilà, petite recherche, 2-3 filtres, et c'est réglé. Maintenant la question c'est comment récupérer ces données. Soit je demande à quelqu'un de faire des copier-coller toute la journée et je ne suis rien d'autre qu'un tortionnaire, soit je peux aussi scraper directement la donnée. LinkedIn, j'espère que vous allez bien. Petit tuto express pour vous faire un fichier de prospection d'enfer directement sur Excel en allant importer depuis LinkedIn vos prospects par domaine d'activité. Le data scrapping, c'est une technique qui permet d'extraire des informations depuis une source lisible par un humain et qui a été produite par un programme. Et l'une de ces situations les plus courantes, c'est ce qu'on appelle le web scrapping. Pour la faire simple, l'idée générale derrière ce terme, c'est simplement d'utiliser un outil pour copier-coller sauvagement de la donnée qui est affichée sur la page web. L'outil repère les patterns dans le code et comprend par exemple que ces données, l'entreprise actuelle, font référence à la même chose. Il récupère tout ça et vous le met au propre dans un fichier. Alors bien sûr, la première question qu'on peut se poser, c'est « Attends, c'est autorisé de faire ça ?» Pour beaucoup de monde, le gros hacking, c'est ça. C'est faire du scrapping de données. Si vous regardez beaucoup de vendeurs de formations de gros hacking, dedans, il y a quasiment que ça. Il y a 95% des actions. Récolter de la data. La data qui après va servir justement à mettre en place une stratégie outbound. Donc pour le coup, c'est intéressant de le relier au gros hacking, mais ma question souvent que j'ai tendance à rappeler aux gens, est-ce que c'est juste ça, et dans quelle mesure on a le droit ou pas de faire ce genre d'activité? Est-ce que le gros hacking, c'était ça quand vous aviez réclamé un atelier de gros hacking? Est-ce que c'était ça auquel vous aviez pensé? Ou est-ce que, non pas forcément, tout ce qui est technique, c'est un peu genre dans quel cadre de réflexion se mettre pour imaginer et trouver des bonnes idées Ok. Bon, on est plus sur la réflexion d'un business model et d'aller chercher à l'extérieur, effectivement, d'un business model que d'autres peut-être ont de manière identique. Ok, c'est bien. Ici, c'est partie intégrante quand même de ce qu'on met dans le gros hacking. Mais attention, et moi je vais quand même vous rappeler un élément, il y a un cadre légal à ça aussi. Hein? Et pour le coup, il existe plein d'outils, parce qu'en fait, l'idée, oui, thinking out of the box, c'est vraiment très important, mais au bout du compte, le plus important, c'est pas uniquement d'aller chercher le chiffre d'affaires que ça vous ramène à la fin. C'est aussi de savoir les étapes un petit peu qui vous permettent de faire grossir votre communauté, votre base de prospects aussi, et d'essayer d'analyser avec des trackers, des indicateurs de performance, qu'est-ce qu'il faut aller voir pour voir si ces actions elles sont vraiment intéressantes. Effectivement. Je vous donnerai des exemples de cas concrets, et pour le coup, oui, le scrapping peut être une méthode pour faire grossir une communauté, mais il faut essayer au maximum de satisfaire ce que la loi dit, et de deux, savoir où on va aussi avec ce genre de méthode. Donc attention, on en parlera beaucoup parce qu'une bonne partie du gros hacking se fait sur LinkedIn aujourd'hui. des années. Donc, on va d'abord le définir, et pour le coup, je vais vous donner vraiment un petit peu l'antériorité de qu'est-ce qui a été fait, pourquoi ça a été mis en place. Déjà, la définition, qui est celle qui est donnée la plus couramment possible, c'est une démarche systématique, structurée et souvent non conventionnelle, comme vous disiez, pour accélérer la croissance. Donc on a une idée vraiment de développement de croissance, parce que growth, c'est croissance, et non conventionnelle pour relier à hacking, c'est-à-dire en dehors de ce que tous les autres font déjà. D'accord ? Ça, c'est vraiment la définition à proprement parler. Mais des fois, il y a des gens qui viennent me voir et disent on a besoin d'une stratégie gros hacking, on cherche, et au final, ils mettent en place des choses, et finalement, ce n'est pas du gros hacking, c'est du gros marketing. C'est des actions de développement de croissance, mais que comme ils n'ont pas trouvé un moyen de se dissocier de ce que tous les autres font déjà, ils y font un peu similairement. Alors oui, le positionnement peut être différent, oui, le branding peut être différent, mais au final, si c'est pareil que tous les autres, il ne faut pas s'entendre non plus à avoir des énormes
boucle d'un seul coup de viralité qui donne des résultats énormes d'un coup. On dit que c'est aussi une méthodologie pour structurer sa croissance en entreprise. Ça nécessite aussi de mettre en place des process. Et ça, à chaque fois que vous augmentez en valeur et en nombre de clients, etc. Et à chaque fois, il faut réviser ces process parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui sont pas optimaux. C'est un principe de palier. Pour le coup, nous par exemple, depuis qu'on est devenu Calliope, on a un gros CRM bien lourd alors qu'avant on ne l'avait pas. Mais c'est une obligation légale et surtout ça nous permet aussi de nous structurer par ailleurs sur d'autres stratégies qui étaient un peu, je dirais pas, mais qui étaient quand même perfectibles. Et ce sera peut-être le cas encore dans 2-3 ans, etc. Et courant, c'est souvent aussi quelque chose de très très limite d'un point de vue éthique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça demande d'avoir un positionnement et des choses qui sont auxquelles certaines personnes ne s'attendent pas. Vous voyez ? Donc là, pour le coup, on met dans le hacking un ensemble d'outils et astuces qui consistent à détourner le système. Ça vous donne des trucs pour aller plus vite que les autres. Par exemple, dans un des trucs que je vois qui existe, c'est toute personne, et on peut automatiser beaucoup de choses aujourd'hui. Toute personne, par exemple, qui viendra vous suivre sur LinkedIn, vous pourriez mettre une automatisation pour mettre en place, en gros, un envoi d'email directement. Ça, c'est un peu limite d'un point de vue éthique. La personne en vous suivant sur LinkedIn, elle ne s'est pas dit « je vais recevoir directement un email ». Vous voyez ? Mais, alors, le cadre légal, on va commencer à en parler. C'est quoi est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Oui. On a le droit de mettre en place une automatisation pour toute personne qui nous a suivis, qu'elle reçoive un email de bonjour, bienvenue. Non, mais ça veut dire qu'on a gardé leurs données sur une database. Je suis pas sûre que ce soit très. Pas sûr. Là, vous dites oui. Là aussi. Ah oui, voilà, ça c'est intéressant. Moi, c'est l'automatisation, la partie automatisation qui me dérange. Je suis d'accord, moi on fait du sourcing tous les jours, donc on harcèle les gens, mais... Alors, je vais vous dire, il y a deux éléments importants à savoir dans l'élément. D'abord, est-ce que c'est une data personnelle ou professionnelle ? C'est-à-dire que si la personne, elle reçoit un mail sur son mail pro, elle ne tourne pas dans le cadre du RGPD, tel que vous l'avez précisé, du genre, elle ne s'attend pas à recevoir un email. Alors, c'est un peu limite, encore une fois, d'un point de vue éthique, c'est qu'est-ce qui est la façon dont il faudrait agir. Et le RGPD dit une seule chose, et on en reparlera dans le futur, quand c'est une data professionnelle, ça serait quand même de bon ton de conseiller aux gens de s'introduire et de faire un message de bienvenue en disant « Nous vous avons ajouté votre email professionnel dans notre base, si ça ne vous intéresse pas, laissez-nous nous le savoir. » Et donc, en gros, il y a un système de désabonnement. Par contre, si on est sur une data personnelle, là, clairement, la personne n'a pas donné son accord. Et donc, on est dans du cadre non légal. Alors, évidemment, tout le monde, beaucoup de gens font. Donc, il y a une sorte de, je dirais pas de tolérance, mais il y a une sorte de est-ce qu'on le tente quand même vu que tout le monde fait ou pas? Ça, c'est vous-même qui choisissez le positionnement que vous choisissez de mettre en œuvre. Je vous donnerai tout à l'heure ce que vous risquez pour ça. Parce qu'il y a des risques, évidemment, s'il y a des contrôles de la CNIL, vous avez une base de données, il faut pouvoir justifier comment vous avez intégré ces datas dedans. Il y a un autre élément qui est un peu trompeur, c'est que quand vous vous inscrivez sur LinkedIn, au départ, la plupart des gens mettent leur mail personnel. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est personnel juste parce que c'est un Gmail, tout ça? Il faut que ce soit un arrobase le domaine de l'entreprise. Okay. Donc en fait, il faudrait que dans votre automatisation, vous incluez une forme de vérification, oui ou non, sur le mail pro. Et si oui, dans ces cas-là, je l'ajoute. Si non, ça bloque. Et là, vous seriez à peu près correct. Mais je crois qu'ils ont changé leur système d'intégration sur LinkedIn. Je crois que maintenant, ils demandent un mail pro. Mais avant, c'était la plupart des gens mettaient un mail perso. Et je vous montrerai tout à l'heure, j'avais fait l'exercice il y a 2 ans avec un outil qui permet d'aller chercher les datas. On a fait l'exercice avec notre actuel président de la République. Et on a trouvé téléphone 1, 2, 3 plus mail facilement avec un outil que je vous montrerai tout à l'heure. On l'a pris en vidéo et j'ai passé la vidéo sur mes réseaux. À l'époque, ça avait fait un gros buzz et tout le monde s'était dit oui, mais s'il y a les coordonnées, c'est qu'elles sont dispo, etc. Bon, alors déjà, je pense qu'on va se détendre. Je ne pense pas qu'il ait mis son numéro de téléphone perso. Mais c'est vrai que ça pose la question qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, Élise Lucet, on avait fait un reportage quelques semaines après sur un des logiciels en question en disant est-ce qu'on l'accepte? C'est quoi la solution derrière ça? Je pense que LinkedIn doit rendre des comptes aussi à ça. Mais il y avait un sujet, il y a 2 ans, LinkedIn voulait bloquer tout
tout ce qui pouvait aller sourcer dans ces databases pour éviter justement la perte de données ou l'utilisation des données. Alors, est-ce qu'ils le voulaient vraiment? Il y avait, c'est ce qu'ils annonçaient. Mais il y a beaucoup. J'avais un copain qui avait créé son propre outil. Il avait été shut down. Il y avait un gros sujet, mais du coup, j'imagine qu'ils ont dû peut-être passer des accords ou jouer un peu au flic et choisir les. Alors, moi, je pense qu'effectivement, il y a une sorte de sélectivité d'un ensemble d'outils et qu'il y a plein d'outils qui sont encore indexables à LinkedIn pour lesquels les gens ne se font pas bannir. Alors, il y en a qui se font bannir effectivement avec les plugins et je vais vous les présenter qui permettent d'extraire des données. Mais il y en a certains qui arrivent très bien et moi, je pense que ça les arrange aussi que ce soit cette énorme base de données parce que c'est une partie de leur business model qui fonctionne là-dessus. Donc, c'est ça qui est complexe en fait. C'est qu'ils doivent... En fait, je vais être honnête, le RGPD, je pense que vous avez peut-être eu des ateliers dessus ou de la sensibilisation, le RGPD, aujourd'hui, c'est européen, ça emmerde toute la planète. Non mais vraiment. C'est-à-dire que toute entreprise, moi j'ai une amie qui est au Canada, je discutais avec elle l'année dernière et je lui disais « Ah merde, il faut que je t'explique pour le RGPD parce que là, elle fait non, j'arrête tout de suite, je sais ce qu'est le RGPD. » Je dis « Ah bon, mais ça, puis en Europe, quoi, c'est quoi le truc ?» Elle fait « Oui, mais nous, on a des clients aussi en Europe. Donc il faut qu'on satisfasse à la même réglementation que la vôtre. » Et comme on dit, le RGPD, c'est l'Europe qui l'a mis en place, c'est l'Europe qui durcit à chaque fois et qui va commencer à faire beaucoup de vérification, de contrôle et compagnie. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, les États-Unis sont en train de mettre en place des systèmes un peu similaires parce qu'ils se rendent compte que quoi qu'il arrive, de toute façon, les entreprises doivent satisfaire ça. En ce moment, il y a une loi 105, je crois, au Canada, justement, qui a été mise en place un peu similairement pour l'usage des data. En Californie, il y en a une également spécifique à la Californie. Parce que sinon, effectivement, les gens font tout et n'importe quoi avec les data. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Je vous donnerai le cadre légal. Je retombe sur mes pattes pour vous repréciser un petit peu d'où vient le gros hacking et vous donner des exemples au fur et à mesure des années, parce qu'il y en a eu plein et c'était vraiment chouette de les voir apparaître. Le tout premier qu'on a parlé, c'est Ryan Holiday. Et Ryan Holiday, pour le coup, il a précisé dans son livre que vous voyez ici, Trust Me, I'm Lying, plusieurs éléments qui divisaient notamment son livre en deux parties. Une première partie qui précise un peu comment manipuler les médias. À l'époque, c'était beaucoup ça. C'était réussir à comprendre comment manipuler les médias, ce qui est très compliqué. Hein. On va être honnête, aujourd'hui, si vous voulez avoir de la presse, c'est difficile. Je pense que vous arrivez à en avoir un petit peu quand vous êtes dans certains credos. Dans certains domaines, oui. Mais dans certains domaines, c'est pas uniquement parce que vous allez leur envoyer un mail qu'ils vont vous parler de vous. Pour d'autres personnes, si tu es copain avec Bolloré, par exemple, tu peux très facilement oui. la presse. Mais est-ce que vous êtes copain avec Bolloré? Non, mais je parle un exemple tout con. Avoir un article dans la dépêche, pour certains domaines d'activité, ça va, genre la restauration, l'événementiel, ils cherchent des choses comme ça. Et dans certains domaines où il y a déjà plein de monde, par exemple, nous, on a fait des communiqués de presse dans notre domaine pour parler de l'agence, de l'évolution, ils s'en foutent royalement. Ce qui me paraît normal, en fait. Il faut avoir quelque chose d'un peu original à leur présenter. Et il faut tomber au bon moment, enfin, c'est très compliqué. Donc, pour le coup, lui a d'abord étudié ça, et il a étudié aussi comment le blogging, comment le fait de devenir soi-même son propre média, pouvait aussi permettre d'être un vecteur de viralité. Et c'est vrai que dans les années 90, tout début du web, vraiment fin des années 90, on va dire, où il y a eu énormément de blogs qui se sont créés, ça donnait une exposition et un moyen pour les personnes qui avaient besoin de visibilité de se faire connaître. Alors aujourd'hui, on relie beaucoup ça au SEO, parce que ça aide à faire venir du monde sur votre site web. Mais pendant des années, le blogging, ça a été un super moyen de créer des opportunités. Est-ce que vous avez une stratégie justement de création de contenu, blog, etc. ou pas trop? Non. Non? Moi j'essaye un petit peu, mais c'est dur. C'est dur d'obtenir. Comment? Personal branding, vous voulez dire ou pas? Non, non, pas juste personal branding. Par exemple, vous créez du contenu pour devenir une figure d'autorité dans votre domaine, donc avec vraiment de la valeur, des éléments spécifiques. Autour de la boîte. Non, autour de la proposition de valeur de la boîte. Okay. Et pour le coup, vous vous dites, je ne vais pas garder cet article uniquement pour mon site web, je vais le proposer à des autres outils pour que justement ça ramène du trafic vers moi. C'est comme ça qu'il a un peu lancé cette idée de gros hacking. Au même moment, j'aimais bien donner l'exemple, je crois que c'est dans un documentaire qui est sorti il y a 20 ans sur, ça s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley. Au même moment,
Microsoft lançait Windows aux États-Unis. Et on aime bien dire aussi que c'était un peu du gros hacking. Pourquoi? Parce qu'en fait, est-ce que vous savez comment Microsoft a lancé Windows? Non. Et ben en fait, ils sont allés directement prendre rendez-vous avec IBM. C'était début des années 80. Hein. Ils se sont dit, tiens, IBM a l'air de vraiment essayer de dominer le marché par rapport à Apple. Il faut qu'on puisse se placer. Il faut qu'on puisse aller leur dire qu'en gros, on est à même de leur fournir un exploiteur de leurs outils pour concurrencer Apple. Ils y sont allés, ils n'avaient rien. Et on leur dit, nous, on a un système d'exploitation qu'on va vous vendre. Et vous allez voir, ça va révolutionner le truc et surtout, ça va vous distinguer d'Apple. Et IBM ne fait pas de système d'exploitation, il fait juste des ordinateurs. Ils se sont dit banco. Et au final, quand ils disent qu'ils n'avaient rien, c'est qu'ils ont tiré du chapeau un nom en disant on va l'appeler DOS, DOS, et en gros, ils n'avaient pas du tout fait leur outil en fait. Et ça, cette vision, ce positionnement de se dire je vais d'abord vers le client, je sonde le besoin, est-ce que ça lui plaît, et si oui, je le matérialise et je le crée, c'est un positionnement de gros hacking, parce qu'en gros, on essaye de se placer directement sur une offre qu'on n'avait pas imaginée au démarrage, mais qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un qui était intéressé. Nous, par exemple, quand on est devenu Calliope, on a dû mettre en place en ligne des formations. On a d'abord fait la com avant même de faire les contenus des formations. Vous voyez, et en sachant qu'on est capable de les faire aussi. Évidemment, il ne faut pas vendre des trucs qu'on est capable de vendre. Mais de se dire dans quel ordre on fait les choses. Là, à l'américaine, ils ont tendance à toujours dire il faut d'abord faire et après conceptualiser les éléments derrière. De la même manière que vous allez faire forcément évoluer votre offre en la confrontant aux personnes à qui vous allez vouloir la vendre. Donc la même chose, thinking out of the box, essayez de vous poster dans la posture de quelqu'un qui doit trouver autre chose en fait, qui doit chercher des avenues. À ce stade, je me permets de vous dire qu'il y a 3 stades de gros hacking, 3 casquettes. Il y a la casquette du black hat, du grey hat ou du white hat. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça, en web on en parle beaucoup. Vous non? Alors, vous avez bien vu que c'était des couleurs, noir, gris, blanche. Hat voulant dire chapeau. En gros, plus vous allez vers le sombre et plus vous êtes dans des actions qui ne sont pas autorisées. Et oui, il y a plein de trucs qui ne sont pas autorisés. Xavier Niel a fait beaucoup de gros hacking au cours de sa vie. Il a fait la prison pour ça. Il faut le savoir. Oui. Je vais vous montrer un exemple tout con de ce qu'il a fait. Il va vraiment aller en prison. Si, il a fait 18 mois, je crois, un truc comme ça, à la fin des années 90, au début des années 2000, juste avant de lancer Free. Mais même avec Free, il a fait plein de trucs qui n'étaient pas du tout autorisés. Ouais. Donc en gros, Black Hat, c'est ce qui est vraiment interdit. White Hat, c'est ce qui est autorisé. Et Grey Hat, c'est quoi? Ouais, c'est au milieu. Pour une bonne cause. Illégal, mais pas de prison. En fait, c'est pas illégal. C'est qu'en gros, on est dans une zone de flou. Un genre de truc qui est pas vraiment... voilà. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le cadre d'une boîte mail pro. Vous voyez, moi quand on reçoit beaucoup de mailing pro, là, on est inondé. Et en général, je me dis, il faut que j'accepte le fait que, il n'y a pas de législation, mais quel retour de mail je peux dire pour vraiment que la personne elle me retire. Et j'essaie de leur faire comprendre que c'est pas des pratiques qui, moi, me plaisent, etc. Mais en même temps, je sais que je ne peux pas dire, attention, le RGPD fait que. Ça n'est pas considéré comme du RGPD sur cette boîte-là. Par contre, sur ma boîte perso, je sais exactement le texte à dire, etc. Donc effectivement, le Grey Hat, c'est limite au niveau éthique, mais je risque pas grand-chose. Ok? Donc gardez à l'esprit qu'il y a les 3 et on pourra voir des exemples différents au fur et à mesure de l'atelier. Petit retour en arrière de nouveau, on vient de parler de Xavier Niel en 1991, donc Free ça date d'après, ça date 10 ans après. Pour le coup, en 1991, lui, il a détourné, pour ceux qui sont plus vieux, vous devez vous souvenir du Minitel, il a détourné les usagers de 3615 ULA, donc le Minitel Rose, pour faire venir des personnes directement vers sa solution en ligne qui était du Minitel Rose. Il y a même une série télévisée Arte qui a été sortie là-dessus, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais justement où ils allaient détourner les lignes
pour être sûr que les gens qui faisaient 3615 ULA, ils arrivent sur leur solution. Du coup, ça leur a coûté l'argent. Ah bah bien sûr. Puisque, en fait, les gens, quoi qu'il arrive, sur le Minitel, ils payaient une blinde. On était à du 5 francs la minute, c'était très très cher. Et pour le coup, ils avaient l'impression d'être sur 3615 ULA, alors que, en fait, c'était les équipes de Xavier Niel qui répondaient et qui avaient détourné les lignes téléphoniques. Donc, du coup, l'entreprise là, ils ont coûté pas. Je sais plus comment ça s'est passé, mais pour le coup, ils ont appelé ça le turbophone. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'en fait, ils s'en sont rendus compte et qu'effectivement, derrière, bah, ils ont vu que les gens pouvaient. Enfin, t'atterrissais pas au bon endroit. Ce que les hackers font avec le système bancaire aujourd'hui, vous savez, quand vous arrivez sur un site, ça ressemble au site du gouvernement ou de bancaire, mais en haut, vous voyez que l'extension, c'est pas la même. C'est exactement la même chose. Sauf qu'à l'époque, c'était pour le Minitel. Là, c'est sur du web. Donc ça, c'était vraiment du gros hacking pour le coup. Aller chercher des gens à la source et se dire, tiens, on va les venir par là, parce qu'en fait, ils vont pas au bon endroit, en fait, il faut qu'ils viennent chez moi. Donc ça, c'était assez drôle. Pour le coup, il en parle d'ailleurs que ce Minitel Rose et ses actions l'ont obligé, l'ont amené un petit peu à faire de la prison, mais aussi à réfléchir toujours à l'extérieur de ce qui allez, lancer un projet sur le Minitel Rose, ça devait coûter extrêmement cher, et même le commercialiser derrière, forcément que c'est une avenue qu'il a trouvée qui lui a permis d'éviter à mettre des milliers d'argent dans un lancement. Un autre exemple, même si ça va vous prêter à sourire, il y a un gars, il s'est rendu compte qu'en gros, pour gagner au loto, bah, il fallait en acheter beaucoup. Et ben, en l'occurrence, il a acheté des milliers de billets, et il a fini par gagner des millions en ayant tiré au sort le bon billet. C'est un peu ridicule, hein. On est d'accord. Mais du coup, c'est pas interdit. Ah, ça c'est autorisé, on est d'accord. Ça c'est complètement autorisé. Mais avouez le risque de devoir acheter des milliers de billets. Si on part de ce principe-là, il y a quand même un risque de se dire j'en achète des milliers, ça va me coûter tant, mais si j'ai une chance sur X de gagner, c'est un truc de dingue de se dire il y a une personne qui a pensé à ça. Ouais, il s'est dit bah, j'ai une chance sur 14 de gagner en achetant tant, et puis il est sorti. Dans les années 2000, combien de personnes se sont dit tiens, il y a des groupes sur Facebook, pourquoi j'irais pas faire ma petite promo? Et donc il se rajoutait à plein de groupes, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Transférer les coms qu'on voulait. Ça marchait au début, hein. Aujourd'hui ça ne marche plus, mais au début, Facebook a laissé faire ça. Bah, que les gens aillent dans les groupes et faire juste leur promo. Enfin, même moi je l'ai fait. Donc en gros, si on voulait avoir des gens qui s'abonnent soit à notre page, soit découvrent notre offre, ou notre événement, on se transféré et on se disait, on espère que les gens vont voir. Personne l'a fait ça? Si. Ah. Parce que quand même, c'était un truc facile, complètement autorisé pour le coup, et qui à l'époque donnait quand même de la visibilité, hein. Aujourd'hui, Facebook, il s'est rendu compte du truc, là ils se sont dit, bon, tout ce qui sera transfert, etc., on va baisser, et aujourd'hui c'est vrai que dans les groupes, déjà les gens se sont un peu cadrés en disant, on n'autorise pas la pub dans certains, il faut que ce soit certains critères, etc. Et surtout, bah, il y a beaucoup moins de visibilité, parce que dans les critères de l'algorithme Facebook, tout ce qui est de l'ordre de la promo est pénalisé quoi qu'il arrive. Donc, mais ça c'était un truc tout bête, hein. Et il y a encore des gens qui le font, et je me dis, mais quelle énergie ils mettent pour avoir 4 vues en plus? Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que ça procure. Avant, ça procurait beaucoup. Nous, c'est comme ça qu'on a vraiment bien développé une page il y a 10 ans. Quand je vous disais, j'avais une plateforme sur le cinéma. Bah, en fait, j'allais chercher tous les groupes qui existaient en lien avec le cinéma en disant, regardez, on a du contenu exclusif, des critiques, des interviews, des machins, des trucs. Puis les gens s'abonnaient à la page ou allaient voir le site web. Pour ce qui marche encore, si vous êtes dans des tout petits patelins, c'est d'aller dans les trucs locaux. Vraiment. Par exemple, Cugnot, ma ville, notre cliente là, sur Bibimpop, elle marche un peu comme ça. Mais il ne faut pas trop que ça vienne de la page, il faut plutôt que ça vienne d'elle personnellement, et puis il ne faut pas trop que ce soit commercial, sinon ils bloquent. Mais comme ils la connaissent perso, etc., il peut y avoir des petites ententes. Autre exemple de gros hacking, et récent celui-là.
Là, on peut voir tout l'argent que j'ai gagné depuis fin mars. Je gagne de l'argent en redécoupant des vidéos que je prends d'autres médias sur YouTube et que je publie sur TikTok. Mais je suis une star, Luc, tu respectes, ok? Non, je te respecte pas. Ça peut m'arriver de mentir pour attirer aussi les gens. J'ai doublé mon salaire en mois grâce à TikTok. Je m'appelle Antoine, j'ai 27 ans, je suis développeur informatique. Mon activité sur ce compte, c'est surtout du partage de vidéos sur des sujets qui, pour moi, peuvent intéresser le maximum de personnes, parfois pas forcément politiquement correct. Je sors pas avec toi bien comme ça, quoi. Bah pourquoi? Parce qu'on dirait une... Parce que les gens aiment bien ça. J'ai créé ce compte TikTok en mars 2021. Oui, l'idée, vous l'avez fait, tout ça? Ouais, je l'ai fait, ouais. Et alors, ça a marché? Ça a très bien marché, franchement. Pareil, le même chiffre que Lyon. Ouais. 6 000 en 2 mois. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 mois parce qu'on s'est fait strike et maintenant c'est fini. Ah. C'est-à-dire que maintenant ils ont un peu verrouillé le truc parce qu'il y avait beaucoup de créateurs de contenu qui se plaignaient. C'était là en fait qui voulaient du contenu de youtubeurs comme Thibaut Inchep par exemple. Et donc Thibaut et tout ça, ils ont commencé à se plaindre. Mais je pense que si on s'était arrêté que sur les reportages comme ça, parce que moi je faisais sur Ponstar, je sais pas si vous connaissez l'émission. Aux États-Unis, c'est des ventes aux enchères. Moi, je connais pas. Ok. C'est drôle. Mais c'est traduit en français ou Ouais, comment? c'est traduit en français. Ok. Et sur Ponstar et sur une émission aussi française, ils font la vente aux enchères aussi. Ok, ouais, le truc de Sophie d'avant. Ouais, voilà, c'est ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et donc, du coup, si on s'en était arrêté juste là, je pense que ça aurait pu continuer. Parce que ce genre d'émission, elles se plaignent pas en fait. Elles vont pas dire. Oui, c'est clair. Voilà. Surtout, ça leur fait de l'exposition en plus, bien sûr. Voilà. Mais les créateurs de contenu, genre Michou et tout, ben, eux ils se faisaient voler leur contenu aussi, et eux par contre ils sont blancs. Donc c'est eux qui ont fait en sorte que. Ouais. Vous avez bien compris le concept du gros hacking en tout cas. Bah, j'ai pas fait exprès, hein. Parce que de base, on avait créé un compte avec un pote à moi, et on réagissait sur des vidéos nous-mêmes. On est monté à 10 000 abonnés, et là on voit qu'il y a écrit un truc, ouais, vous pouvez payer, je sais pas quoi. Donc on savait pas. On se dit, mais attends, mais c'est une folie. Et donc du coup, on commence à faire du contenu. On continue, mais on voit qu'on fait des vues, mais nous, quand c'est nous qui réagissons à des vidéos, on fait des vues, mais normales, on regarde pas trop. Et je dis, mais tu sais quoi, on a qu'à tester à mettre juste des vidéos comme ça. On met une fois une vidéo, ça fait 3 millions de vues. On peut réagir. Ça date de quand? Ça date de quand? Ça date de l'année dernière. Alors vous savez, je sais pas si vous savez, il y a 6 mois, effectivement, Instagram déjà a essayé de bloquer ce genre de choses en disant si le contenu n'est pas original, les réels ne seront pas mis en avant parce que, en gros, l'algorithme arrive à détecter si ça a déjà été mis ailleurs ou pas. Donc déjà cet élément-là. Mais il y a quand même quelques trucs pour arriver à le détourner. Par exemple, le fait de faire un remix. Vous savez, vous mettez votre tête en dessous avec le truc au-dessus. Ça passe encore. Parce que l'algorithme comprend qu'il y a quand même un contenu original annexé à un ancien contenu. TikTok, ils ont refait une nouvelle mise à jour. Ils ont dit ça passe plus. Ah, ça passe plus non plus. Qui réagissent à des vidéos, ça passe plus. Tant qu'il y a du contenu qui n'est pas à toi, il faut que tu fasses 100% de ton contenu du début à la fin. Okay. C'est à un moment où donné, il y a un truc qui n'est pas à toi, ben, la vidéo elle est considérée comme pas originale. Ouais. Alors voilà, mais ça s'appelle du contenu d'agrégateur. Ça veut dire qu'on prend un contenu de quelqu'un d'autre pour le lancer, le mettre dans notre base. Nous, on a quelques comptes comme ça. Alors l'idée, c'était pas de le monétiser, mais ça nous sert à d'autres choses. Et moi, ça passe encore. Mais ouais. Mais bon, il n'y a pas. Vous réagissez à des vidéos ou vous faites comment? Non, je réagis à rien du tout. L'idée, en fait, nous, ça nous sert en gros hacking, pas pour nous, mais pour nos clients. Donc en fait, on a 2 comptes d'agrégateurs qui nous permettent d'avoir un peu de viralité, de visibilité, et de temps à autre. Allez, 90% c'est des trucs qu'on pioche ailleurs, et 10% ça nous permet de mettre notre propre contenu ou le contenu de nos clients. Et sur les 90%, vous n'avez pas souvent quand même le message? Non, ça va. Ouais, ça va. Moi je me dis le moment où effectivement ça pourrait être problématique, c'est quand les gens s'insultent les uns les autres, parce que c'est là qu'il y a vraiment une vidéo qui buzz. En l'occurrence, qu'est-ce que j'avais foutu il y a 6 mois sur Insta, j'avais mis une image de Toulouse, mais en format vidéo, donc ça durait 10 secondes. Et tout le monde a commencé à donner son avis sur la façon dont Toulouse avait pu évoluer dans les 10 dernières années, quoi. Et moi j'habitais là, oui, mais moi j'habitais dans tel quartier, et ça c'est nul, et ça, etc. Ils se commençaient à s'engueuler. Et je me suis dit, je ne sais pas si ça va finir par dégénérer, et donc c'est les contenus qui marchent. Vous avez été escroqué parce qu'en gros vous aviez trop de vues. Vous voyez ce que je veux dire? Un compte qui a peu, etc., il ne va pas être vérifié, évidemment. Nous, on n'est pas dans la monétisation, l'idée c'était pas d'avoir une monétisation. Mais je pense qu'effectivement, les comptes qui sont monétisés, ils sont beaucoup plus vérifiés. Ce qui fait du sens.
On avait carrément intégré un Discord où c'était tous les mecs qui faisaient ça et qui se plaignaient, qui étaient là, non mais j'en ai marre, toutes les vidéos sont strike. Ça n'a pas dû vous rapporter non plus énormément. Hein. Ça n'a pas dû vous rapporter énormément non plus. Bah si quand même, en 2 Combien? mois 6 000 €, franchement c'était bien. Ouais. En 2 mois. Oui, mais ça a tenu que 2 mois. Hein? Ça a tenu que 2 mois. Ça a tenu 4 mois. 4 mois. Après les autres mois, ça a baissé. On trouvait un moyen de faire du revenu. Alors, c'est rarement un truc focus long terme, hein. On va être honnête. Je pense que ça vous a permis de tester un truc. Mais voilà, nous, on l'a fait comme ça. On s'est dit, bon, on s'en foutait un peu. Ouais, voilà. On a fait comme ça, on a vu que ça va. Vous n'êtes pas dit, ça va être mon projet de vie. D'autres exemples. Queljob.com, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils sont allés lancer leur application en allant directement sur les applications tierces, en allant chercher, je pense qu'ils l'ont automatisé, hein, tout un ensemble d'annonces qui étaient déjà sur le site de tous les concurrents. En disant, il y a déjà toute la source là, vu qu'il nous faut de la source, qu'est-ce qu'on fait? On copie-colle et on met les mêmes annonces qu'il y avait sur les autres sites de type Montoir d'emploi numéro 1 en France, quoi. Ça, il y en a beaucoup qui font ça, qu'on fait ça. On va parler d'Airbnb juste après, justement. C'est vraiment leur base et la façon dont ils ont vraiment développé leur site et leur audience. Quelqu'un le connaît ou pas? Non. Personne? Alors, Airbnb, quand ils se sont lancés, il y a 2 actions de gros sacs qu'ils ont fait. La deuxième va être celle qui vous intéresse le plus, mais la première était quand même intéressante. Ils lancent leur site et personne ne vient sur le site. On comprend pas, on a mis beaucoup d'argent dans le développement, il n'y a pas de modèle similaire, pourquoi ça ne marche pas? Et bien, ils ont fait un processus itératif qui est indispensable, et même encore aujourd'hui à votre stade, c'est-à-dire d'aller essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que des gens venaient sur le site et ils s'inscrivaient pas, tout simplement. Et donc en fait, ils sont allés faire du porte-à-porte, ils sont allés à New York, ils sont allés avec une tablette, ils ont été à toutes les personnes qui avaient un logement qui leur paraissait convenir et être louable, et ils sont allés, bon, on a un sondage à vous faire, vous allez nous dire comment vous trouvez notre site sur la tablette, qu'est-ce qui vous paraît bien, qu'est-ce qui vous apparaît pas bien, et qu'est-ce qui est perfectible, et qu'est-ce qui va faire la différence. Parce qu'aujourd'hui, si je vous demande où est-ce que vous voulez inscrire votre logement, si vous voulez le louer, vous allez où? Ah ben on va sur Craigslist. Et là, alors là, il y a ça qui ne va pas sur le site. Et là, ça ne me rassure pas. Et là, ça va. Processus itératif, de base. Hein. Vous regardez tout ce qui ne marche pas et vous vous dites, bon, bah, j'augmente et j'essaie de trouver des solutions pour ça. Et ce qui fait la différence, et ce qu'ils ont entendu, les prospects, c'est que les gens leur ont dit, bah, Craigslist, c'est bien, mais moi, j'ai des photos pourries. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Airbnb. Les photos pour les... En fait, ils ont mis un service gratuit, pendant des années, ça a été gratuit, de photographes qui venaient se déplacer, professionnels, pour la mise en ligne de leur élément. Moi, je l'ai fait en 2015, je peux vous dire, il y a un photographe qui est venu, et c'était inclus dans le truc. C'est cher de faire venir un photographe. Et ça, je crois que c'est payant depuis pas longtemps, hein, depuis 3 ans ou 4 ans. Et donc au départ, c'était gratuit pour tout le monde. Ils sont allés écouter les gens ont dit, bah, voilà ce qui fera la différence. Bah, ils ont dit, bah, bingo, banco, on le fait quoi. À mon avis, en calculant leur truc, hein, quand même, en se disant, faut que ça nous rapporte autant que, voilà, etc. Et donc, c'est ce qui a fait la différence. Première astuce de Growth Hacking. Allez écouter le client pour savoir son offre sur l'offre actuelle, qu'est-ce qui va faire la différence sur votre positionnement ou dans ce qui va faire la différence. Et le deuxième élément, puisque tous les clients ont dit, nous, on va le mettre sur Craigslist. Craigslist, c'est l'équivalent du bon coin. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré, ils sont passés chez eux. Ils sont allés à la source. Ils sont allés dans toutes les annonces qu'ils ont pu trouver sur Craigslist, en commentaire en bas. Oui, viens le mettre aussi sur notre site, il est vachement bien, etc. Ils mettaient un lien et ça passait. De la même manière qu'il y a 10 ans, sur le bon coin, vous pouviez faire ça. Aujourd'hui, c'est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de petits malins qui l'ont trouvé. Mais effectivement, il y a 10 ans, il y avait plein de commerces, j'ai connu des gars, ils retapaient des bagnoles, là, ils achetaient des bagnoles un peu pourries, ils les retapaient, ils les refoutaient sur le bon coin en annonce gratuite ou en commentaire, ça passait très bien. Aujourd'hui, ça passe plus du tout. Le bon coin impose de prendre des solutions payantes. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce hack, bah, ils ne l'avaient pas identifié et que tout le monde, enfin beaucoup, se sont mis dans la brèche. Comprenez la réflexion, où va être ma source, où est-ce qu'elle est et comment je peux la faire venir jusqu'à moi. Je n'irai pas vous dire jusqu'à pirater
le site web de votre concurrent en disant je trouve un moyen de mettre mon URL à un endroit pour que les gens arrivent dessus. Mais il existe cette méthode aussi, c'est de se poser la question où se situe la source. Où sont les gens qui pourraient être potentiellement intéressés par votre base et comment je peux trouver de quoi les amener jusqu'à mon offre. Maintenant, j'ai vu aussi une technique que beaucoup de gens font, c'est utiliser des outils qui vont en fait cibler une page Instagram, par exemple pour Insta, d'un concurrent, par exemple ce serait Cultura, et l'outil va aller dans les abonnés de Cultura, il va s'abonner, et puis il va se désabonner au fur et à mesure quand eux seront abonnés en retour. Donc ça c'est peut-être une stratégie aussi. C'est de l'automation qui est sans doute au bout d'un moment, enfin, ça risque d'être vu par l'outil, c'est toujours pareil. Quand vous avez un comportement sur un réseau social, voilà, complètement différent de la plupart des gens, c'est là que vous risquez de vous faire bloquer. Souvent, moi je vois sur des groupes, je vois tout le temps, il y a des gens qui disent « Ouais, je me suis fait bloquer ma page et tout ». Je dis « Oui, alors qu'est-ce que tu as fait pour en arriver jusqu'à te faire bloquer ta page ?» Parce qu'il y a des gens qui sont bannis de LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, ils font n'importe quoi. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Faut être honnête. Normalement, ça arrive pour une raison. Moi, j'ai eu l'option plusieurs fois parce que nous, on est 4 à utiliser mon compte LinkedIn, donc ils n'aiment pas voir qu'il y a plusieurs ordi, plusieurs IP. Et régulièrement, ils sont là, ouais, ça paraît suspect votre truc, etc. Et en plus, oui, on a quelques plugins associés sous Chrome. Jusqu'à présent, ça va. En plus, ça fait au moins 1 an qu'ils ne nous ont pas trop emmerdés. Mais à un moment donné, effectivement, on m'envoyait des warnings, genre on n'est pas sûr de ce que vous faites en ligne, est-ce que vous pouvez vraiment montrer patte blanche? Et globalement, ça va. Mais je connais plein de gens qui se font ça. Donc les plugins, effectivement, plus vous avez des plugins d'extraction de données, et plus il y a des chances que le profil soit bloqué. Et aussi la façon dont vous prenez la parole. Je connais un gars qui fait beaucoup d'humour, mais d'humour un peu trash sur LinkedIn. Il s'est bloqué tout le temps. Donc voilà, c'est considéré comme du contenu haineux. Ça passe que sur Twitter. Oui, sur Twitter, là, c'est free for all, chacun fait ce qu'il veut. C'est la fête du slip. Donc justement, on en parlait de l'automatisation. Il y a plein d'outils, comme vous disiez, qui vont s'associer à vos comptes Insta, à vos comptes Pinterest, qui peuvent biaiser la portée naturelle. Alors, il y avait un outil que moi j'utilisais il y a 4-5 ans, qui s'appelle Tailwind. Tailwind, ça a beaucoup évolué, puisque c'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser. Tailwind, c'est un outil en ligne où vous pouvez relier votre compte Insta, votre compte Pinterest, et qu'en gros, quand vous intégrez votre contenu, Tailwind le reposte sous forme de boucle. Comme on sait, surtout sur Pinterest, comme on sait que c'est le contenu qui est important, la fraîcheur du contenu, etc., vous mettez un truc, en gros, il crée une boucle qui fait qu'un mois exact, pile, ça sera reposté et reposté et reposté pour qu'il y ait ce principe de mémorisation. Et donc, ça s'appelait Tailwind parce qu'on crée des boucles. Je crois que sur Insta, ça marcherait moins parce qu'on a le principe du feed. Les gens qui vous suivent, s'ils voient 50 fois les mêmes trucs, peut-être qu'ils vont finir par se lasser. Mais sur Pinterest, c'est sûr que ça marchait bien. Et ça permettait d'avoir cette visibilité accrue. Et surtout pour les e-commerçants. Sur Pinterest, c'est ça qui est bien. Donc des logiciels de piratage, il y en a plein. On va en venir justement à ça. Moi, celui que je connais le plus courant, c'est Podawa. Podawa, ça concerne LinkedIn justement. Je crois que ça marche moins qu'il y a 3-4 ans quand même. Ils ont beaucoup évolué. C'est un pod. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pod? Non? Hein? Un groupe? Ouais. Un robot? Un robot? Ouais. Podawa, c'est pour trouver et avoir des impressions, mais fake. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un ensemble de robots qui vous permettent d'obtenir des fausses interactions. Et en gros, Podawa, tous les gens qui vont s'inscrire vont être mis dans des sous-groupes. Et si vous acceptez d'être dans ces sous-groupes, eh ben, il y a vos propres interactions que vous ne faites pas habituellement qui vont être données à des personnes qui vont mettre le lien vers leur élément. Et de la même manière, si vous voulez en avoir sur vos publications, vous pouvez l'avoir. Alors, il y a ça pour les likes et il y a ça aussi pour les commentaires. Et les commentaires, je pense qu'ils sont quand même relativement basiques. Et donc ça, LinkedIn les pénalise assez facilement. En gros, vous adhérez à Podawa. Vous reliez Podawa à votre compte LinkedIn. D'accord ?
vous faites une com. Vous dites, je veux que cette com soit vraiment, que les gens voient qu'il y ait du like, etc. et qu'elle marche. Et bien, vous allez enregistrer votre URL sur Podawa et vous allez lui dire, boum, je mets en avant. Vous allez récupérer, je sais pas, 20 ou 30 likes si vous les avez demandés. Et par extension, l'algorithme va plus montrer votre communication parce qu'il va voir qu'il y a des likes. Mais qui va liker? Il y a des gens qui sont aussi inscrits à Podawa. Ah, C'est une plateforme d'entraide. C'est payant ça? Ah oui, c'est payant. Mais les commentaires se génèrent automatiquement? Bah, oui, là, en fait, quand vous, de mémoire, quand vous vous inscrivez, vous marquez quel genre de commentaire vous acceptez d'écrire ou pas. Et dans ces cas-là, voilà, vous pouvez dire, en gros, mon compte va faire que des likes. Et par opposition, moi, je vais avoir que des likes. Mais ça marchait mieux il y a 2-3 ans. Et surtout, là, je vois beaucoup de gens s'en plaindre en disant bah, ça donne moins d'intérêt que les autres années. Alors avant, vous aviez, en fait, comment vous allez sur Podawa, vous aviez une sorte de plugin qui s'associait à votre compte et vous alliez sur le site de Podawa à chaque fois. Aujourd'hui, c'est directement intégré dans LinkedIn et vous avez un post, vous faites booster ce post et vous demandez un nombre de likes et ça vous met. C'est magique en fait. Mais vous l'avez aussi sur Insta et sur tous les réseaux le permettent. Hein. C'est acheter des likes. Ouais. Alors, c'est pas vraiment acheter des likes parce qu'il y a des solutions d'achat en ligne où vous pouvez acheter des followers. Là, c'est des vrais gens quand même qui like. Hein. Si vous allez regarder les personnes en question, les profils existent. C'est pas des gens ou des faux comptes qui sont en Russie ou au Pakistan. Parce que ceux qui vendent des solutions d'achat de likes sur le web, je pense qu'il y a French Baguette ou ce genre de trucs. Là, c'est des faux comptes. Donc en fait, il faut que ce soit approuvé par la communauté en formation d'abord pour pouvoir que... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est que vous avez, quand vous vous intégrez au départ, vous dites quelle est votre thématique et ils vous mettent dans des groupes par thématique. C'est-à-dire qu'en fait, après, vous vous abonnez au groupe pour que votre profil n'interagisse qu'avec des éléments qui sont en lien avec votre thématique. C'est pas donné, je sais plus, je crois que c'est quelques centaines d'euros par an. Quelque chose comme 800 ou 900 euros. Ouais, je crois. Ah oui, c'est pas donné. Économiquement parlant, du coup, c'est plus pertinent pour les entreprises de passer par ce système sur le fait qu'ils se font valider le fait de pouvoir s'ajouter des likes, ou bien de directement acheter des likes, genre j'achète 100 likes. Mais ça n'aura aucun intérêt les 100 likes que vous allez acheter. Ça, c'est du qualifié. Bah, exactement, ça c'est déjà mais qualifié. Quoi sur le like final? Eh ben non, justement, celui, effectivement, si vous achetez des likes, ça se verra. Parce que c'est souvent des bots. Vous voyez? Sur Insta, sur LinkedIn et compagnie, ça sera des faux comptes. Là, c'est des vrais comptes. C'est des gens qui ont accepté d'adhérer au système Podawa et qui ont un lien avec le pro, etc. Moi, j'en connais des gens qui en font de ça. Et je vois de temps en temps des likes et je me dis, ça se trouve, ils sont même pas au courant que leur compte a liké ce truc-là. Après, il faut être aussi raccord avec le fait de se dire, au final, votre like, parce que, bon, après, ça dépend de votre niveau d'activité sur LinkedIn. Mais si vous avez des milliers de likes en même temps, je pense que ça s'étouffe. Et si vous avez un truc un jour et qu'en gros, il commente ou il poste un like à vous sur un truc que vous n'êtes pas d'accord, vous allez peut-être pas faire la gueule. Mais s'il y a des milliers de likes, ça se verra pas. Je crois qu'il y a une version d'essai, donc vous pouvez essayer genre pendant une semaine ou un truc comme ça. Et bon, c'est un logiciel d'automatisation parmi des centaines. Je vous présente un autre qui est utilisé sur LinkedIn qui s'appelle Bardeen. Alors ça, ce sont des logiciels. Je vais vous montrer les deux qui sont d'usage intéressant. Donc vous avez Bardeen et vous avez EvaBoot. Ces deux logiciels, ce sont des logiciels de récupération de data et qui, si vous achetez des crédits, alors c'est un système de crédit, sur à peu près 30 € par exemple les 500 crédits, le logiciel s'annexe au Sales Navigator de LinkedIn et vous allez préciser quel type de personnes vous voulez qu'ils soient dans votre extraction. Par exemple, je sais pas, je vais dire un truc tout con, tous les directeurs de pub de France, par exemple. Et avec des mots-clés, avec une spécificité et avec vos crédits,
vous allez pouvoir extraire depuis le Sales Navigator sous forme de format Excel, donc un spreadsheet ou un élément, toutes les datas des personnes que vous aurez été ciblées. Je vais vous montrer un exemple, comme ça, je ne peux pas vous faire l'extraction parce que je n'ai pas de crédit en ce moment, mais on l'a fait cet été à un moment donné où on voulait vraiment communiquer pas mal sur l'effet d'information qui était spécifique aux gens du bâtiment. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé, vous voyez mon écran, ouais. On est allé utiliser EvaBoot pour aller générer via le Sales Navigator. Voilà, donc voilà le genre d'export que va vous faire EvaBoot. Donc via le Sales Navigator. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait identifié tout un ensemble de dirigeants du bâtiment parce qu'on voulait communiquer sur le fait qu'il y avait des aides en ce moment pour toutes les industries du bâtiment dans le secteur de la formation. D'accord ? Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dire dans Sales Navigator et avec EvaBoot le plugin, de dire on veut tous les dirigeants d'entreprise dans le domaine du bâtiment et l'adresse mail. D'accord ? Donc comme vous voyez, c'est pas 100% fiable. Il y a une partie des gens, ils n'ont peut-être pas mis leur adresse mail à disposition. Et donc après, qu'est-ce que je fais? Je relie tous les contacts avec ma base de données pour créer une liste et un envoi d'email. Ça, c'est un outil donc additionnel. Vous avez suivi les campagnes de mailing et les retours qui ont pu avoir Ouais, alors pour le coup, on est sur un site de vente qui est très long dans notre domaine. C'est-à-dire que c'est très rare que des gens, parce qu'ils reçoivent un mailing, ils vont nous contacter. Donc il faut savoir que ça peut prendre entre 3 et 12 mois d'être contacté. Par contre, nous, on met en place un autre système qui fait qu'on ne va pas abandonner les ouvreurs. C'est-à-dire que les gens qui ont ouvert notre email, on les ajoute à notre base de données derrière pour leur proposer de lire nos newsletters toutes les semaines. Avec l'espoir qu'un jour, ils passent à l'action. Mais effectivement, les 2 mailings qu'on a fait au démarrage, uniquement sur des mails pro, comme vous pouvez voir, donc il faut que ce soit en lien avec le mail pro, n'a pas donné de prise de contact direct. Et ça paraît logique. Je veux dire, moi, je reçois un email de quelqu'un qui me dit vous avez des aides à la formation, venez nous voir. Je ne fais pas confiance pour ça. Vous voyez, pour aller chercher un organisme de formation ou quelqu'un spécifiquement, je vais d'abord m'enseigner sur la personne. Moi, les trucs que j'ai achetés en ligne, parce que j'ai pas forcément fait des... Si, j'ai fait de la formation quand même l'année dernière. Mais en général, c'est un cycle hyper long. J'attends de suivre la personne entre 6, plus de... J'ai un client une fois qui m'a dit, ça fait 1 an que je vous suis, quand il est venu avec qui il avait détecté son besoin. Ça prouve vraiment que je savais qu'en faisant ça, c'était bien, mais que j'avais des chances de pas générer de lead à proprement parler en tout monde. Mais oui, il faut suivre, on est d'accord. On a créé une base, une liste, et tous les ouvreurs et les cliqueurs ont été ciblés, bien sûr. Si on veut être beaucoup plus catchy, mais moi, c'est pas mon orientation, c'est pas mes valeurs, toutes les personnes qui vont avoir ouvert le mail ou cliqué dans le mail pourraient être contactées individuellement. Avec le même mail, j'ai les coordonnées, je peux les appeler. C'est vous qui voyez comment vous voulez œuvrer. Quand on est dans de l'achat d'impulsion, ça se fait. Et ça passe au niveau de la RGPD. Le téléphone ou le mail? Le téléphone, non. Non, le téléphone, non. Mais le mail, c'est... Puisque c'est des mails pro, ça va. Okay. Et c'est pour ça que moi, vu que j'ai pas automatisé ça, on pourrait l'automatiser aussi. De dire en gros, mon extraction EvaBoot directement renseigne mon logiciel Brevo, etc. Mais moi, comme je n'ai pas voulu l'automatiser parce que je veux être sûr de capter les bonnes datas, ça prend pas longtemps. Vous faites une colonne, vous faites votre base de données, et derrière, vous dites je vérifie bien que c'est que des mails pro. Et moi, j'insiste au niveau de mon équipe pour dire faut vraiment que ce soit des mails pro, je ne veux pas être challengé là-dessus. Autre exemple d'outils, et après on reparlera un peu de ce scrapping de data. Peut-être qu'on va faire une pause aussi juste après celui-là. Le brainjacking, j'ai dit un peu à la française, le brainjacking. Ça, c'est un terme qui a été donné pour toutes les personnes qui achetaient les noms de marques des concurrents. Tu vois, vous n'avez pas déjà cliqué Decathlon sur Google et d'un seul coup vous avez vu des annonces en haut avec un concurrent. C'est ça. Ça veut dire qu'en fait, ils ont acheté le nom de marque d'un pro en se disant on va se positionner devant en espérant que les gens viennent chez nous. Alors moi, je trouve ça un peu bof en termes de stratégie parce que si quelqu'un a mis un nom de marque, il va bien voir que votre site web, c'est pas celui de Decathlon. Et surtout, il faut vraiment se mettre sur un truc un peu au même niveau en fait.
Je veux dire, faut vraiment, ou alors que ce soit vraiment une marque aussi. McDo versus Burger King, vous voyez. Je suis Burger King, j'achète McDo, là ça va. Parce qu'en gros, vous êtes sur les mêmes produits et le même niveau de notoriété. Mais si on est sur des trucs, en gros, je suis un petit, j'achète un nom de marque d'un gros, c'est quoi le potentiel pour qu'un client se dise « Oh, bah, c'est pas le même site, mais il a l'air cool, je vais quand même acheter dessus. » Je ne crois pas. Mais beaucoup le font. Hein. Le brandjacking, c'est vraiment voilà, de se dire je vais acheter. Alors, c'est un peu limite sur pas sur le RGPD, sur la répression des fraudes. Donc la DGCRF, la CCRF, non, couché dehors. Parce qu'il y a 2 ans, j'avais vu une pratique comme ça, j'avais fait un imprimé écran et je leur avais demandé par email, est-ce que vous pourriez me dire si oui ou non c'est une pratique illégale? Parce que ça peut être considéré comme de la concurrence déloyale. Et le gars m'avait rappelé, il m'avait dit, oui, alors justement on est sur le coup, mais on ne peut pas vous garantir que ça... Et en gros j'avais trouvé son discours extrêmement nébuleux. Et j'avais dit, est-ce que vous pourriez me faire un écrit? Ah, ben en fait, c'est pas moi qu'il faut vous contacter parce que là, vous avez. Moi, je suis dans le Cantal, il faut vous contacter la Haute-Garonne qui m'a jamais répondu. Ce que je pense, c'est que c'est un genre de flou, de vide juridique qui n'est pas intégré justement dans les pratiques commerciales. Donc, il faudrait qu'il y ait quelque chose qui soit intégré justement comme oui, c'est de la concurrence déloyale et je pense qu'ils sont sur le coup en ce moment. Parce que justement, il y a des textes et des propositions de loi en ce moment qui diraient, par exemple, toute personne qui fait du scrapping et qui a obtenu des datas et une stratégie commerciale en lien, pourrait être considérée comme créant de la concurrence déloyale par rapport à son concurrent. Je sais qu'ils sont sur le coup parce que j'en ai discuté avec une spécialiste il y a longtemps. Donc est-ce qu'on doit utiliser de la crédibilité des personnes pour faire ça? Je ne sais pas. Mais en l'occurrence, j'ai eu des clients qui s'appelaient Créa Lunch il y a 10 ans presque. Et les concurrents achetaient le nom de leur entreprise au niveau des Google Ads. Mais eux, pour le coup, ils étaient passés à la télé et tout, donc forcément, ça avait joué sur leur positionnement et le fait que d'autres se disent on va en bénéficier. Alors pour la suite de la formation, donc on va venir cette fois-ci face à moi ici directement et non pas en présentiel puisque la totalité de la formation n'a pas été enregistrée au même moment, mais c'est pas grave, vous aurez quand même la fin. Donc ce qu'il faut savoir pour résumer un petit peu ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que le gros hacking, en gros, c'est une démarche non conventionnelle. Et donc ce principe-là est très important parce qu'à partir du moment, comme je l'ai dit, où tout le monde se met à réaliser les mêmes actions, bah forcément, on est conventionnel et ça n'en est plus une. Globalement, on va dire qu'il y a 4 grands principes au gros hacking afin d'avoir une petite méthodologie. D'abord, la première étape, c'est de brainstormer à la fois sur ces personas, sur les failles existantes et sur justement où on peut les trouver. Et là-dessus, je vous invite à créer une matrice qu'on appelle la Buyer Customer Journey Map, la Buyer Persona Journey Map, donc la carte du parcours client ou du parcours utilisateur, et qui permet à chaque étape où il prend connaissance de votre produit ou de votre service de un petit peu savoir où est-ce qu'on le trouve, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il cherche exactement, quelles sont ses émotions, et surtout tout ça qui est une étape parmi le parcours client, eh bien comment est-ce qu'on peut y répondre nous? Et donc cette mapping est très intéressante et je la présente très souvent et on en fait avec mes apprenants parce que c'est ce qui permet vraiment de mettre en place des stratégies. Donc la première étape, c'est justement de brainstormer ça, ce qui est très indispensable. La deuxième étape, c'est d'estimer le coût de l'investissement dans cette manœuvre. Alors on est toujours dans un principe itératif. On ne va pas commencer par envoyer 10 000 mailings. Ça n'a aucun intérêt, ça ne fait aucun sens et surtout, c'est dépenser et de l'argent et de l'énergie et la planète en partie pour des actions qui peut-être ne vont pas porter leurs fruits. Donc d'abord, on fonctionne en test and learn, et si ça marche, eh bien on augmente, etc. Étape 3, c'est évidemment réaliser l'action et effectuer donc la première période de test. Si le test s'avère concluant, l'étape 4, on analyse le retour sur investissement, les KPI. Est-ce qu'il y a eu de la conversion? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce que ça joue que en notoriété ou est-ce que ça joue aussi autrement qu'en vente, peut-être en netlinking ou en développement de réseau? Et donc, pour le coup, c'est d'autres éléments qu'il faut prendre en considération. Et là-dessus, c'est indispensable vraiment d'avoir cette
cette étape-là, 1, 2, 3, 4, identifier une opportunité dans la première, estimer comment l'exploiter dans la seconde, faire un test dans la troisième et comment l'industrialiser, réduire l'effort et améliorer la performance en quatrième étape. Je vous donne d'autres exemples à découvrir. Évidemment que les programmes de recommandation peuvent être énormes en termes de viralité parce que les gens qui vont obtenir quelque chose grâce à un programme de recommandation vont peut-être permettre à d'autres personnes de venir s'inscrire. Donc c'est indispensable de travailler là-dessus. En SEO, puisqu'il y a du gros hacking de SEO, le benchmark de backlink. Là-dessus, il suffit d'aller regarder ce que vos concurrents ont fait d'un point de vue d'un positionnement en SEO et regarder justement quels sont les autres sites qui les référencent pour essayer de faire de même. La landing page, évidemment, dans certains niveaux, c'est aussi du gros hacking, à condition et toujours d'être en test and learn et d'essayer d'être en progrès constant parce que on va essayer au maximum de capturer de la data, de voir comment ça marche, de se poser ces questions-là, de se dire, avant de partir à grande échelle, est-ce que cette landing page fonctionne? Et oui, forcément, c'est un travail. Et aussi, la personne qui va matérialiser sa landing page de manière différente va peut-être avoir un point d'avance aussi sur elle. Enfin, le cas de la quatrième étape, c'est donc c'est une parmi plein d'autres. Là, je vous donne plein d'exemples. C'est le guest blogging. Et le guest blogging, ça permet en SEO. Donc, on a en benchmark là-haut et en guest blogging 2 exemples de gros hacking de SEO qui peuvent être vraiment intéressants et vraiment utiles. Mesurer le ROI va être très important. Et pour le coup, sans outils, qu'est-ce que c'est? C'est les ouvertures d'email, les formulaires, comment se baladent les gens sur votre formulaire, Google Analytics, les codes promo, tous ces éléments-là, c'est gratuit. Alors, Hotjar n'est pas complètement gratuit, mais on peut l'utiliser un petit peu en freemium. En tout cas, moi, j'ai toujours utilisé en premium, c'est très suffisant. Et sinon, évidemment, il y a des outils qui vont nous permettre un petit peu d'aller plus loin au niveau du ROI, que ce soit les URL trackés, ClickMeter, Link Tracker, etc., etc. En gros, on va dire qu'il y a plusieurs types de gros hacking. Alors, je l'ai dit, il y a quelques secondes, il y a du gros hacking de SEO, certes, mais c'est pas le plus courant. Par contre, il y a beaucoup de gros hacking de contenu. Il y a du gros hacking de data, là où la plupart des gens le font, c'est de la data, et on est souvent à la limite du scrapping, souvent à la limite du légal également. Et donc évidemment maintenant on met aussi le marketing automation dans le gros hacking, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et pour cela il faut faire preuve à la fois de technique, savoir l'utiliser, et de créativité pour permettre justement d'aller plus loin, soit gagner en efficacité, mais souvent, forcément, le marketing automation du gros hacking, ça va être de développer des audiences et du chiffre d'affaires. Et pourquoi pas le gros hacking, et là j'aime bien faire le lien avec la série Super Pump qui revient un petit peu sur la naissance d'Uber et son créateur Travis Kalanick, la façon dont il a pu venir un peu étouffer ses concurrents, notamment à un moment donné où ses concurrents commencent à lui prendre, à lui grappiller des parts de marché, et donc pour le coup il va voir le service informatique et il lui dit: est-ce que c'est possible d'avoir accès aux personnes qui nous ont quittés et qui sont allées chez le concurrent? Et la personne lui dit: oui, tout est faisable, aujourd'hui on peut tout trouver. Après, est-ce que c'est faisable? Est-ce que, en revanche, oui, par contre c'est pas trop légal. Et là il le regarde et il dit: écoute, si tu veux rester sur ce genre de poste ou d'emploi, peut-être qu'il va falloir que tu remettes en condition ou en cause, je sais plus comment il disait, un petit peu tes limites personnelles ou quelque chose comme ça. Et ça me fait sourire parce que évidemment la plupart des grands de ce monde qui ont utilisé le gros hacking, et Xavier Niel en faisait partie, évidemment il y a une sorte de, comme je l'ai dit au départ, de grey out qui a été utile et a été utilisé peut-être pour justement contourner les codes. Airbnb, j'en ai parlé jusqu'à présent, je ne vais pas revenir dessus, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en gros hacking, je vous laisse y aller faire un tour le cas échéant. Vidéo. Ainsi, depuis des années, vous avez tout un écosystème de logiciels qui s'est construit autour de cette capacité que les professionnels ont de récupérer la donnée sur la plateforme ou alors d'exploiter la donnée sur cette plateforme. Parce que des solutions comme ça, il en existe aussi, rassurez-vous, pour les recruteurs et les marketeurs. Mais au fond, quelle différence y a-t-il entre le bon et le mauvais chasseur? LinkedIn, c'est un terrain de chasse.
un terrain de chasse entre professionnels. Vous allez peut-être me dire que c'est un peu triste, j'ai envie de vous dire, pas vraiment quand on a l'habitude de travailler entre pros. Si la grande majorité des réseaux reposent soit sur la construction d'un lien parasocial, soit sur la participation, comme Reddit ou les forums, la relation entre professionnels est principalement motivée par l'intérêt économique. Ce qu'on appelle le réseautage, c'est juste un joli mot pour décrire littéralement, on peut faire du business ensemble, je te fais une passe, tu me feras une passe plus tard. Et c'est tout. Si les revenus de LinkedIn sont partagés entre d'un côté des recruteurs qui chassent des profils pour leurs entreprises, des commerciaux qui chassent des profils pour leur entreprise et des marketeurs qui chassent des profils via la publicité pour leur entreprise, c'est pas pour rien. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui rend la partie contenu aussi cringe. Alors maintenant, je vais vous donner des étapes justement pour nourrir un petit peu vos bases de données et évidemment, comme j'ai dit, c'est avec le cadre de la data tel que vous pouvez ou vous devez la suivre. La première étape, c'est d'aller tout simplement aller chercher les informations personnelles du réseau en faisant des recherches individuelles sur des profils. Et pourquoi pas exporter les contacts depuis la plateforme. La première étape, c'est d'aller chercher vos contacts. La deuxième étape, ce serait d'aller éventuellement utiliser le Sales Navigator, qui sont des datas que vous pouvez récupérer à condition que ce soit les datas professionnelles. Pour le coup, les gens ne le savent pas forcément, mais ici, vous voyez, dans LinkedIn, on peut vraiment aller chercher la copie de nos données sur LinkedIn. De la même manière qu'aujourd'hui, avec du marketing automation, on peut récupérer les comptes de contact LinkedIn et les amener sur Notion, justement, sous forme de base de données. Donc, c'est assez chouette aussi. Deuxième étape, pour alimenter votre base de données, n'hésitez pas à utiliser des plugins de type Lusha ou Casper qui se pluguent justement à votre contact LinkedIn et qui vous permet, à moyennement finance d'un petit montant, d'aller chercher les numéros de téléphone, commentaires, etc. Pas commentaires, pardon, numéros de téléphone, adresse email, etc. Je vous conseille d'ailleurs de faire un petit tour ici sur la vidéo que j'avais faite en formation. En gros hacking, effectivement, sur LinkedIn, on a cette possibilité d'aller chercher les coordonnées des personnes, même si on n'est pas en lien avec. Vous voyez, je ne suis en aucun cas en relation avec le président de la République. Vous voyez, écrit 3e. La proposition qui m'est donnée, c'est suivre ou plus se mettre en relation, mais ce n'est pas dit qu'il m'accepte. Ici, application tierce. Vous voyez un petit fantôme. Casper. C'est donc un fantôme qui est considéré comme un plugin qui va se mettre sur LinkedIn et qui va aller chercher les datas qui ont été intégrés par le profil. Évidemment, j'imagine que ce n'est pas lui qui le travaille. Au départ, donc vous voyez, Emmanuel.Macron @Élysée, Emmanuel Macron @Frampiaf, et plus grave, emmanuelmacron2@gmail.com. Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'utiliser cet email-là puisque c'est un email personnel. En revanche, Frampiaf, il faudrait que je vérifie, mais si c'est une institution professionnelle, je peux la prendre. Et Élysée aussi. Les numéros de téléphone, plus touchés. Même chose, sauf que ce soit des téléphones pro. Si ils sont pro, je peux l'utiliser pour faire du gros hacking. L'outil Casper fonctionne comment? Vous voyez qu'il y a écrit un crédit là-haut. Eh bien, en gratuit au démarrage, vous avez 10 crédits qui vous sont donnés si vous lancez le plugin. Et après, c'est une solution payante, bien évidemment, un système de freemium. Le freemium, vous allez vous inscrire. Vous voyez, il est là, mon petit fantôme. Et par essence, ça va vous donner 10 crédits. On va essayer d'autres personnes. On va essayer le monsieur que j'ai vu ce matin, là, directeur général. Hop. Est-ce qu'il me trouve quelque chose? Voilà. Alors, il me dit qu'il a trouvé un mail pro, un mail personnel et 2 numéros de téléphone. Je vais me griller un crédit pour vous montrer comment ça marche. Et quand je vais faire voir l'information, ça va me mettre un crédit en moins. Tac, voilà les coordonnées que je peux utiliser. Donc évidemment, ça demande d'avoir une vraie stratégie. Je ne vais pas aller chercher les coordonnées de cette personne-là si ça ne m'est pas utile. Mais l'intérêt derrière ça, c'est que évidemment que quelqu'un va déjà être plus accessible par email que si on lui envoie un message sur LinkedIn ou par téléphone. Donc il y a une vraie stratégie à réfléchir derrière l'acquisition de contacts et de potentiels contacts importants qui peuvent vous servir grâce à cet outil LinkedIn multiplié avec Casper. Troisième étape, ne pas hésiter à utiliser des outils tels que Rapportive ou Hunter qui permet justement pour Rapportive de s'associer à notre compte Gmail et de montrer justement toutes les autres coordonnées qui peuvent être utiles d'une manière générale pour avoir plus qu'un seul canal avec la personne. Et Hunter, c'est pour trouver les emails en interne dans les entreprises. Quatrième méthode, utiliser l'IP tracking. Alors ça devrait évidemment se supprimer avec le temps puisque aujourd'hui GetQuanti permet d'aller chercher
les adresses email des gens qui se connectent directement sur votre ordinateur. Alors c'est très cher, si vous allez lui voir dans les tarifs, c'est vraiment pas donné, mais c'est l'étape d'après de Casper. Casper, les gens restent anonymes, on a juste l'IP, on ne fait pas une association entre l'IP et l'email. GetQuanti va au-delà de ça. En termes de RGPD, marche pas. D'autres idées. Le sondage, alors plein qui l'utilisent, notamment sur de l'automation avec Make et avec des plugins. Faites un sondage sur LinkedIn et en gros, il y a une automatisation qui envoie des messages à toutes les personnes qui auront répondu au sondage. Pourquoi pas? Le social setting, justement, et ces lignes, c'est un peu un gros du travail et c'est aussi ce sur quoi travaille Lemlist. Ça permet de mieux qualifier les audiences quand elles vous répondent en DM. Alors sur LinkedIn, ça peut être sur d'autres réseaux évidemment, mais ça permet d'avoir des scénarios de questions et réponses pour un petit peu mieux qualifier les gens. Je vous montrerai tout à l'heure par rapport à Lemlist. C'est vraiment un outil que d'abord je considère qu'il faut faire à titre individuel avec chaque personne de votre réseau et dans un second temps, pourquoi pas l'automatiser avec un outil tel que Lemlist. Le cheval de Troie, alors ça j'aime beaucoup personnellement, vous créez un contenu et vous le proposez à un partenaire. Et pour le coup, ce partenaire ne doit pas être sur le même segment d'activité, mais en lien avec vous parce qu'il va proposer ce contenu à son audience. L'idée même étant que, en le proposant, les gens laissent leurs coordonnées pour que vous puissiez rentrer ces coordonnées-là dans votre base de données. On utilisait bien les chevaux de Troie pour des produits, par exemple, dans les magasins où vous donnez le produit d'un partenaire. Mais pourquoi pas ne pas le faire également en web. Enfin, j'en ai parlé, le marketing automation, très important, avec des workflows. Là-dessus, on vous fera éventuellement des tutos. N'hésitez pas si vous avez le besoin d'ailleurs d'une formation, vous pouvez nous la mandater. Elle n'est pas encore au catalogue parce que on fait en général à la demande, mais on peut également venir intervenir chez vous ou directement à Toulouse dans les salles qui sont les nôtres ou même à distance. Venir animer une formation à ce niveau-là. Pour alimenter la base de données, je l'ai dit tout à l'heure, Lemlist peut être un très bon icebreaker qui va permettre, avec des scénarios, de poser des questions aux gens qui se sont connectés avec vous et ensuite d'envoyer des seconds messages, soit parce que la personne n'a pas répondu, soit parce qu'elle a répondu d'une telle manière qu'en fait, il va analyser et il va vraiment essayer de qualifier au mieux les personnes qui se sont ajoutées à vie. D'autres outils peuvent fonctionner également sur l'automatisation d'emails tels que Wallaxy. On passe la petite vidéo de Kéline Dufraisse. Wallaxy, c'est une entreprise qui a été créée à peu près 2 ans. À la base, c'était Prospectin. Aujourd'hui, ils font de la prospection qui est multicanale et qui vous permet, depuis une extension Chrome, un navigateur, d'envoyer des séquences d'emails en automatique. Donc, on va regarder, commencer par, je vais essayer d'éviter de vous spoiler le cours. Les plus que j'ai repérés sur cette boîte, donc sur Wallaxy, ce sont les templates. Ce que j'aime bien avec ce côté template, c'est que finalement vous avez, je vais essayer de vous ouvrir Wallaxy, c'est que vous n'avez pas c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir tant que ça. C'est-à-dire que vous avez un panel de séquences et de templates qui sont déjà faits et du coup c'est assez plaisant de ne pas avoir besoin de constituer tous ces programmes, tous ces machins. Donc c'est très intéressant parce que ça vous fait gagner du temps. Vous cliquez, vous configurez votre onboarding et ça se fait assez rapidement. Vous avez différents niveaux. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin sur les... Voilà, vous avez des niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Ça dépend vachement de ce que vous aspirez à faire. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne idée de faire ça. Vous gagnez un petit peu de temps sur la création de vos scénarios et c'est plutôt très cool. L'élément aussi qui est important sur Wallaxy et que je trouve vraiment très cool, c'est que vous avez un scrapper intégré. C'est-à-dire que pour créer vos séquences de prospection, il va falloir aller sur LinkedIn, créer des filtres et ensuite absorber ces informations pour pouvoir ensuite les mettre dans un CRM, enfin dans un outil de prospection. Avec Wallaxy, vous avez la possibilité du coup de pouvoir créer des listes et de pouvoir importer les gens depuis Sales Navigator, un CSV, LinkedIn, un groupe LinkedIn et des recherches sauvegardées. Donc ça c'est cool parce que ça vous évite de dépenser de l'argent sur des outils de scrapping, typiquement Phantom Buster, pour ne citer que lui, qui coûte à peu près 30 € par mois. Donc ça c'est plutôt cool comme fonctionnalité, ça vous permet d'économiser sur ces outils-là.
Alors je l'ai pas présenté, mais il y avait aussi la grosse machine également qui fonctionne de la même manière et qui est assez nouveau aussi dans l'année. En tout cas, c'est ce que beaucoup de personnes se sont mis à faire. Un petit résumé de tout ce que vous entourez si vous passez au-delà des périodes ou des choses qui sont légales. Et c'est important de vous le dire parce que un petit peu aujourd'hui tout le monde fait un peu n'importe quoi avec la data. Alors oui, il y a une réglementation, il y a des sanctions et surtout bientôt il va y avoir de la jurisprudence par rapport au fait que utiliser certaines pratiques puisse permettre d'avoir un avantage concurrentiel. En tout cas, c'est ce qui est proposé en termes de juridique là en ce moment, donc il risque d'y avoir de nouveaux textes d'ici peu. Petite vidéo LinkedIn. Ce qui est assez drôle, c'est que LinkedIn, c'est très bien quand vous scrapez de la donnée. Ce qui est encore plus drôle, c'est que LinkedIn vous autorise, plus ou moins, à scraper la donnée. Donc, il y a des limites journalières. Mais si vous payez l'abonnement LinkedIn Premium, eh ben, vous pouvez scraper plus de données. Quand même assez drôle. Bref, Sales Navigator, c'est l'occasion en or de non seulement avoir un meilleur moteur de recherche, et en plus de pouvoir scraper plus de données. Les risques au-delà du légal. Alors, évidemment, je les ai dit, je vais plutôt les donner de manière plus globale cette fois-ci. D'abord, vous pouvez discréditer une entreprise ou une personne. Que vous spammiez la terre entière d'emails ou les DM d'un compte, bah forcément, ça peut discréditer vraiment une personne. Donc attention à ce niveau-là. Vous pouvez être dénoncé pour pratique illégale, on en a parlé, et également poursuivi pour concurrence déloyale, je viens d'en parler. Donc attention quand même avec ces pratiques. On était sur les positifs, on va passer maintenant sur les négatifs, il y en a 5. Alors attention, on est parti. La première, bien sûr, chose que j'ai envie de dire, bon après, chacun un petit peu a son avis là-dessus. Moi, j'essaie de désactiver au maximum toutes les extensions qui traitent LinkedIn sur mon navigateur dès que je navigue, parce que, en fait, une extension Chrome va intégrer du bout de code directement dans un site internet, ce qui est assez rapidement identifiable. Donc, je crois qu'ils ont fait des technologies d'IP qui permettent de jumper à droite à gauche, mais globalement, la meilleure technologie pour moi, on va le voir plus tard, je vous la dirai à la fin de la vidéo, c'est pas celle-là. Donc ça peut bannir quelques comptes. Après, on n'a pas la science infuse parce que c'est un peu une black box LinkedIn, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui fait qu'il va blâmer les gens ou pas. Mais en tout cas, si on respecte les bonnes pratiques, l'extension Chrome n'est pas une très bonne technologie pour pouvoir faire de la prospection. Donc essayez d'utiliser un compte plutôt dont vous pouvez perdre et dont vous vous en foutez. Pour terminer cette petite formation, en général, j'aime bien proposer aux personnes, et je l'ai fait encore une fois, d'essayer de faire une mind map et de réfléchir justement à qu'est-ce qui serait de l'ordre possible en termes de gros hacking. Vous pouvez le faire aussi avec moi, cas échéant, si ça vous intéresse. Et une fois que vous avez le maximum d'idées, d'établir une matrice ICE qui permet de placer un petit peu à la fois en termes de facilité d'exécution, de risque et de temps à mettre en pratique, laquelle on peut mettre en premier. Et là-dessus, je vous conseille aussi aller googler la matrice ICE, c'est quand même très intéressant et ça vous permettrait donc de savoir comment mettre en place des techniques de gros hacking au sein même de votre entité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc ça a commencé en groupe. Ça a fini avec moi seul, mais en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Comme d'habitude, je vous rappelle, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit ce réseau social YouTube ou autre d'ailleurs, et vous abonner évidemment. N'hésitez pas à aller découvrir également l'Algo a changé, notre newsletter qui paraît une fois par semaine pour un peu disséquer toutes les actualités des outils numériques et de l'IA. Et enfin, n'hésitez pas à aller voir le programme Alpha qui va s'inscrire directement ici, qui est un programme de 12 mois dans lequel j'accompagne mon équipe et moi au travers de coaching et d'e-learning, des chefs d'entreprise, des chargés de communication, des personnes qui veulent monter en compétences justement et rester dans le coup du numérique pour faire en sorte, grâce à 4 blocs directement de compétences, pour faire en sorte de faire tout ce qu'il faut en temps et en heure pour avoir le maximum de visibilité et de résultats. Donc voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.